chacun ici est censé proposer ou indiquer un domaine d'action. Le domaine d'action que je voudrais désigner, à partir de mon travail, c'est celui de la pensée. D'habitude, on oppose la pensée et l'action. Autrefois, c'était même deux parties du programme de philosophie, la pensée, l'action. Quand on se représente qu'on agit comme citoyen, ou quand on est, par exemple, dans une situation électorale, il n'est question que d'action. Il n'est question que de chiffres, de calculs, de mesures, de décisions à prendre. Et toute action, pourtant, suppose une pensée. Quand Lénine essayait de répondre à la question « Que faire ?», il soulignait qu'il fallait une pensée pour arriver à déterminer ce qu'il y avait à faire ou ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de raisons que Lénine, je crois, de savoir que nous avons besoin de penser. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, nous avons besoin de penser ER et de penser EES. Nous avons beaucoup plus de raisons, en partie aussi à cause de ce qui a suivi les pensées et les actions de Lénine lui-même. Nous sommes dans une autre situation que lui, parce que nous ne pouvons plus nous représenter un avenir possible, probable et raisonnable, ou peut-être encore moins rationnel. Les bases de la société, je dirais, démocratique, humaniste et désenchantée, qui est la nôtre, sont, pour dire le moins, dans un sale état. Nous commençons, en fait, je crois, à changer de civilisation. Et ça demande de penser beaucoup à nouveau frais et avec une radicalité peut-être, si j'ose dire, plus grande que ce qui pouvait être exigé de Lénine. Beaucoup, donc, appellent aujourd'hui à penser, mais de manière très générale, il semble qu'on renvoie plutôt aux lieux qui sont supposés être des lieux d'exercice de la pensée. Ces lieux, on pourrait dire qu'il y en a aujourd'hui essentiellement 3. Il y a les académies, il y a les universités, il y a les think tanks. L'académie, c'est peut-être la plus vieille institution de toute l'histoire occidentale, c'est celle de Platon. Les académies de la Renaissance, puis l'Académie française ont joué des rôles importants dans des moments charnières de l'histoire. Aujourd'hui, il n'en reste plus que ce qu'on appelle l'académisme. L'université a été, dans sa fondation médiévale, comme dans sa fondation allemande au début du XIXe siècle, aussi un lieu de pensée. Aujourd'hui, c'est une institution de formation professionnelle tout juste supérieure. Les think tanks, dont le nom comprend le mot penser, think, et puis un autre mot, tank, qui veut dire un réservoir, enfin, qui renvoie un peu, je dirais, à l'appareillage lourd de l'industrie ou du commerce, ou de l'armement aussi, le tank. Les think tanks, en réalité, relèvent du lobbying et aussi d'une sorte de recyclage permanent des supposés déjà entendus de notre culture. Donc il faut autre chose. Public ou privé, les institutions qu'on peut rassembler sous ces 3 titres sont, je dirais, hors jeu. Elles sont, si je peux dire, l'esprit d'un monde sans esprit, pour reprendre une formule bien connue. C'est pourquoi certains aussi font appel à la religion. Mais les religions, je dirais, même si chaque fois, sans doute, elles sont nées dans une profonde exigence de pensée et de changement très important d'un monde, ensuite, en tant que religion, elles ne proposent pas de faire penser, elles proposent de faire croire, ce qui est complètement différent, sinon opposé. Donc, je propose ni une institution, ni une religion, bien sûr. Je propose pas non plus une philosophie, ce qui peut toujours être compris comme une sorte de quasi-religion ou comme une sorte de savoir, d'opinion, de système. Non. Ce que je peux proposer aujourd'hui, c'est simplement ceci. C'est ce que chacun pourra ou voudra entendre sous
une expression que je propose et qui serait celle de la commune pensée. Cette expression, je vais l'entendre de deux manières. D'abord, la pensée commune, mais pas au sens de la pensée banale, au sens de ce que chacun peut reconnaître de lui-même comme appartenant à tous, c'est-à-dire au sens de ce qui, précisément, de chacun pense ou peut penser. C'est au sens le plus fort de ce qui peut ouvrir un sens et l'envoyer à un autre, le partager à un autre, l'échanger, le faire circuler. Deuxième sens, maintenant, de la commune pensée, en inversant les rôles de substantif et d'adjectif, et en mettant une majuscule à commune, la commune pensée. La commune avec majuscule, c'est-à-dire pas seulement celle de 1871, mais d'abord la commune bourgeoise qui a représenté la libération civique, civile de la féodalité. Et puis, bien sûr, la commune de 71 qui a représenté la libération de ce que, sous le Second Empire, on était venu à désigner, enfin pas seulement sous le Second Empire, mais enfin, finalement, on était venu à désigner, au fond, le même ordre civil, civique, qu'on appelait bourgeois, qui a représenté donc dans chacun des cas, on pourrait dire, un élan vers quelque chose qui serait au-delà du privé aussi bien que du collectif, au-delà de l'isolé aussi bien que de l'embrigadé, dans un partage du commun par chacun et par tous. Donc, on pourrait essayer de se donner la tâche de penser ce que ce mot « commune » pourrait dire, sans doute pas aujourd'hui, mais demain, peut-être pas demain, peut-être après-demain, en désignant quelque chose qui ne serait ni un État, ni une société, ni une propriété, ni non plus même peut-être tout ce qu'on peut désigner comme droit, même comme fraternité, même comme communauté. Peut-être justement la commune comme ce qui ne serait pas la communauté. En tout cas pas, comme on dit aujourd'hui, communautariste. Bon. Penser la commune. Voilà l'action de pensée que nous pourrions tous aujourd'hui nous proposer.